Ah, le top de l'année, le top de l'année. Wesh YouTube. Putain, ça fait longtemps, hein. Comment ça va, vous? Je me rends compte que ça fait 1 an que j'ai pas fait de vidéo en face cam où je parle aux gens, où je discute avec vous et tout. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on va se poser, on va discuter des films de l'année. Bon alors, 2022 pour moi, c'était une année qui était quand même meilleure que 2021. 2021, j'avais trouvé que l'année était assez mitigée en termes de cinéma. Mon top 10, je l'avais rempli un peu dans la douleur en mettant Space Jam. D'ailleurs, ça avait fait marrer du monde, mais je maintiens. Space Jam, voilà, il était pas mal. On va commencer avec les films que j'ai pas vus par survie. Ensuite, on va attaquer les flops rapidement. Et ensuite, on terminera avec le top. Voilà, parce que je préfère me concentrer sur les films que j'ai kiffés plutôt que sur les grosses merdes. Alors, dans les films que j'ai pas vus par survie, nous avons Menteur, Arthur Malédiction, Morbius, Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, Les Secrets de Dumbledore et Dragon Ball Super, Super Héros. Voilà, ça c'est les films que je me suis dit, ça sert à rien de se faire du mal. Tu vois, en général, quand je regarde un film, c'est que je m'attends quand même à kiffer un minimum. Même si je m'attends pas à du cantard, je m'attends à kiffer un minimum. Et en fait, du coup, tous les films qui sont dans mon flop, bah c'est des films dans lesquels je croyais au moins un peu avant de me plonger dedans. Sinon, en règle générale, je vais pas le voir. Ou sinon, j'attends la sortie VOD. Au niveau du flop, alors en numéro 10, nous avons Pinocchio de Disney. Hein. Pas celui de Del Toro, j'ai pas encore eu l'occasion de le voir. Mais je le rattraperai l'année prochaine. Mais ouais, Pinocchio de Zemeckis, tu comprends pas. Bon, c'est un film de commande, hein, et c'était diablement mauvais. Voilà, j'épilogue pas de toute façon sur le flop. On n'est pas là pour épiloguer sur les mauvais films. Numéro 9, L'année du requin. Bon, voilà, ça j'ai vraiment pas compris. C'était à la fois une comédie, à la fois un film d'horreur et à la fois un drame social. Et combiner tout ça en 1h45, c'est un peu compliqué. Donc, bah, ils ont pas réussi. Voilà. Numéro 8, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Franchement, les gens qui aiment ce film, expliquez-moi dans les commentaires, parce que là, je comprends pas. Numéro 7, Ambulance. Ambulance de Michael Bay. D'ailleurs, je parlais de Michael Bay tout à l'heure avec mon pote qui est derrière la caméra. Il me disait, c'est de la merde Michael Bay en règle générale. Bon, bah voilà, quand tu vois Ambulance, c'est dur de le contredire. Tu l'as vu Ambulance d'ailleurs ? Tu l'as pas vu? Ah bah voilà, le regarde pas. Numéro 6, Thor, Love and Thunder. Pareil que Doctor Strange, si vous avez aimé ce film, expliquez-moi. Numéro 5, Super Héros malgré lui. Alors j'aime bien Philippe Lachaud à la base. Franchement, à la base, j'ai vraiment rien contre son cinéma. Mais avec Super Héros malgré lui, j'ai l'impression qu'il commence à prendre un peu un tournant, genre un peu à la Franck Gastambide, quoi. Je trouve que la qualité des vannes de Super Héros malgré lui, bah elle est vachement en dessous des autres films de Philippe Lachaud. Donc bah c'est un gros problème et c'était vraiment un très très mauvais moment en salle. Numéro 4, Buzz l'éclair. Il y en a qui kiffent encore Pixar. Je sais pas comment... Je sais pas. Je sais pas. Moi, Pixar, ça fait un moment que j'ai lâché. Alors, il y a eu Les Indestructibles 2, qui était vraiment cool. Coco est beau, d'accord, mais c'est pas aussi renversant qu'un Toy Story 2, quoi, tu vois, ou qu'un Monstre et compagnie. Pixar, le niveau général de leur production, je trouve qu'il a vachement baissé. Numéro 3, Bullet Train, film de David Leitch. Bon bah David Leitch, quand il n'y a pas de Chad avec lui, il a du mal. Brad Pitt, il est en sous-jeu pendant tout le film. Alors ils disent qu'il a assuré la plupart de ses scènes d'action, mais il faut voir les scènes d'action que c'est. Pendant le combat final, Brad Pitt, le seul move qu'il fait, c'est de mettre un coup d'extincteur à quelqu'un. C'est... Voilà, franchement pour moi c'était ridicule, c'était raté, les CGI étaient dégueulasses. L'histoire, la mythologie autour du personnage de Michael Shannon et tout ça c'était hyper mauvais. J'ai détesté. Numéro 2, Il était une fois 2. Bah j'aime bien le 1 en fait, donc voilà, moi j'aime bien le 1, y a un 2 qui sort sur Disney+, je le regarde, tu vois, c'est comme Hocus Pocus, et voilà, ils font une suite à un film de mon enfance, enfin, Il était une fois, j'étais ado, mais je le kiffe quoi, Il était une fois, sauf que dans Il était une fois 2, tu sens le low budget, mais à la mort quoi, genre tout le film se passe dans une maison, et t'as l'impression que c'est limite un huis clos, ils avaient pas de décor, ils ont juste fabriqué une baraque, ils ont dit on va faire tout le film là, alors que dans le 1, bah, ils allaient à Times Square, ils allaient à Central Park et tout, on voyageait beaucoup, il y avait des scènes qui étaient, mine de rien, ambitieuses en termes d'image, avec la fin, avec le dragon et tout, et là, bref, c'était horrible. Et le numéro 1, le pire film de l'année pour moi, c'est évidemment Jurassic World Dominion. Je m'en suis toujours pas remis, ce film est pire qu'un mauvais film. Ce film-là, en fait, c'est vraiment une abomination
qui te déconstruit absolument tout ce que la saga Jurassic Park avait construit jusque-là. Et j'en parlerai en vidéo en 2023 de toute façon, on va s'attarder sur ce film, et on va le démonter pièce par pièce, parce qu'il n'y a rien qui va, tant au niveau des personnages, que des enjeux, que des tableaux, que de la menace, que du retour de Grant, de Sattler et de Malcolm. Il n'y a rien qui va dans ce film, on en parlera. Bon, passons au bon film. J'ai posé mon téléphone, là voilà, on va essayer de prendre le temps, on va discuter. Alors les bons films, à la base, moi j'ai un top 19, mais je me dis, il n'y a aucun intérêt à ce que je vous donne les 19 films, donc je vous donne que les 10 premiers. Mais il y a eu beaucoup plus de bons films cette année, pour moi en tout cas, en matière de cinéma, que 2021, que j'avais trouvé assez pauvre. Et là, c'est cool parce que mon top, pour le coup, il était assez fourni, il y a eu beaucoup d'échanges de places entre certains films, etc. J'ai kiffé le constituer tout au long de l'année, contrairement à l'année passée où j'avais du mal à le remplir, quoi. Donc on est parti pour le top. Numéro 10, Avatar, la voix de l'eau. Bah ouais. Il est dans le top de 65% des youtubeurs et pour moi, c'est normal. Avatar la voix de l'eau, je le dis tout de suite, il est inférieur au premier Avatar pour moi. Il est inférieur. En termes d'enjeu et en termes d'épicness que ça provoque, le premier Avatar, on retrouvait un type qui arrivait dans une nouvelle population, évoluait au point de mener la rébellion et finissait par devenir leur chef, ainsi qu'une légende Toruk Makto. Là, bon, le 2, je spoile pas, mais on est un cran en dessous en termes d'enjeu, en termes de narration. Voilà. Le film est vraiment cool. Moi, surtout, ce qui m'a scotché, en fait, c'est les images. En termes de narration, je trouve qu'il y a beaucoup de failles, mais je le mets quand même numéro 10 de mon top, parce que c'est une claque cinématographique, c'est une claque visuelle, c'est une claque en termes de CGI, tu sens que la 3D a réellement été intégrée au processus du film et que c'est pas juste une conversion comme ça pour le style, de toute façon c'est même plus à la mode. Techniquement c'est vraiment ouf, tu vois, genre tu revois des images du 1 après avoir vu le 2, quand même tu sens que on a vraiment fait un bond en avant et que la qualité des effets spéciaux est folle de nos jours. Donc voilà, moi j'ai vraiment kiffé ce deuxième Avatar, même si narrativement il y a des problèmes, je le reconnais, et c'est sûr que là en fait je suis plus en train de dire je le mets dans le top parce que j'ai vécu une expérience de malade, plus que c'était un bête de film. En soi c'était pas un bête de film. Narrativement, c'était relativement faible. Il y a beaucoup trop de personnages, du coup bah ils sont tous unidimensionnels, ce qui est assez dommage. Et bah, les enjeux, c'est pas les enjeux du 1, quoi. Mais à part ça, c'était vraiment un gros kiff. Dès les premiers plans, t'es dedans, tu ressens la profondeur de Pandora. Je crois que le 4e ou 5e plan du film, c'est un plan où la caméra est au sol et que il fait une contre-plongée sur des lianes comme ça qui sont en train de monter vers les arbres et tu sens vraiment un effet de profondeur et de 3D vraiment de qualité, quoi. Ou même quand il y a beaucoup de feuilles qui sont au premier plan et tu sens ça dans la 3D, tu sens qu'il y a des feuilles au premier plan qui sont présentes et qui t'obstruent un peu la vision, c'est pour renforcer le réalisme. C'était une claque. Je l'ai revu, c'était une moins grosse claque, effectivement. Il est super bien, mais c'est pas non plus Terminator 2 par rapport à Terminator, quoi. Là, on est plus sur le Roi Lion 2 par rapport au Roi Lion. C'est un peu ça. À part que le Roi Lion 2 est plus moche. Donc, on enlève cet aspect, il est plus beau que le 1, mais sinon, en termes d'histoire, en termes de ce que ça apporte à l'univers, c'est le Roi Lion 2. C'est tout. Et c'est un peu dommage. Numéro 9, Balle perdue 2. Bah ouais, je suis désolé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai kiffé, j'ai pris ma dose d'adrénaline, c'est un film qui va à 100 à l'heure, c'est un film dans lequel ça se tape, c'est un film dans lequel Alban Lenoir a fait la plupart de ses cascades et elles sont plus intéressantes que celles de Brad Pitt, donc ouais, j'ai kiffé, quoi. J'ai kiffé, je fais pas de résumé du film, je vais pas vous résumer le film, Balle perdue 2, si vous connaissez pas, bah allez sur Netflix, regardez le 1 et ensuite regardez le 2. Mais ouais, c'était vraiment cool. Quand on voit la fin du 1, on se doute pas forcément qu'il puisse y avoir une suite. Et quand on découvre un peu la construction de la suite, on se dit c'est relativement malin ce qu'ils ont fait. Et ils ont poussé les potards à fond, quoi. Balle perdue, c'était un succès surprise de l'année 2020. Personne n'aurait parié dessus. Finalement, je sais pas, ils ont eu combien de budget en plus, mais c'est sûrement 3 fois ou 4 fois plus qu'ils ont eu. Et les mecs, ils te font des cascades qui sont vraiment ouf. Il y a un passage où des mecs sont dans des tunnels, une course de bagnole dans des tunnels, et je vous mets ce passage parce qu'il y a un plan qui m'a vraiment séché,
C'est ce plan-là où la voiture de Lino avance face à la caméra et qu'on voit toute l'eau qui sort des roues et du garde-boue, quoi. Je trouve que c'est vraiment un plan qui est super efficace et des plans stylés, il y en a plein. Le moment où il fait sauter toutes les bagnoles et tout, enfin voilà, c'est très très impressionnant. Après, c'est vrai que c'est un film de transition pour teaser un Balles perdues 3. Ça, c'est un peu relou parce qu'il n'est pas vraiment indépendant, vu que son début c'est la fin du 1 en mix and twist, et que bah la fin du 2 bah c'est le début du 3 en mix and twist, bah c'est un peu, voilà, tu te retrouves face à un film un peu bâtard, mais qui néanmoins, putain, est très très impressionnant. Je vous recommande de le regarder avec un bon système son, parce que les bruitages lors des scènes de bagnole et lors des scènes de baston sont très impressionnants. Donc voilà, Balles perdues 2, j'ai vraiment kiffé, j'attends le 3. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder, c'est des films d'action français. Il y en a jamais, il y en a très peu, il y en a genre un tous les 10 ans et en général il est claqué. Donc Balles perdues 1 il était un peu claqué, mais le 2 est vraiment cool, donc franchement, regardez pas le 1, passez direct au 2, vous allez comprendre, et c'est cool. Numéro 8, Black Phone. J'ai kiffé Black Phone, c'est un putain de film d'horreur qui est vraiment stylé, il est réalisé par Scott Derrickson. Scott Derrickson qui nous avait fait Sinister et qui nous avait fait aussi le premier Doctor Strange, qui était plutôt pas mal. Et je sais qu'il a fait d'autres films aussi, Scott Derrickson, mais je les ai pas vus, donc je peux pas dire. Je crois qu'il a fait Sinister 2 aussi, mais j'ai pas vu le 2. Donc moi j'ai vraiment kiffé, et c'est pas vraiment un film d'horreur en fait. Moi je m'attendais vraiment à ce que Black Phone soit un film d'horreur fantastique, et en fait c'est beaucoup plus un thriller fantastique plus proche de Split que vraiment d'un véritable film d'horreur où des personnages vont devoir échapper à un tueur ou à une entité maléfique, quoi. Black Phone se passe principalement avec des gamins qui sont enlevés dans une cave, retenus par un mec, on sait pas ce qu'il leur veut, et en fait les acteurs qui jouent les gamins, ils sont tous incroyables. Ils sont tous fous. J'ai rarement vu autant de gamins jouer aussi bien. Après, j'ai pas vu Stranger Things, mais là franchement, j'ai été vraiment sur le cul. Et du coup, il y a des éléments fantastiques dans Black Phone, je les spoile pas, mais c'est vraiment hyper bien traité. La réal est vraiment magnifique, on passe énormément de temps dans cette cave avec justement le gamin qui est enlevé et on voit comment il essaye de s'en sortir et comment est-ce qu'il peut trouver de l'aide. Et c'est génial, il y a un putain de twist à la fin. C'est pas très long en plus, je crois que ça fait 1h45, 1h50. C'est vraiment cool. Black Phone, je vous le recommande. J'étais sur le cul quand je l'ai vu. Je pense que c'est un film qui va me marquer un peu pour les années à venir, ouais. Parce que c'était vraiment bien foutu et les enfants étaient super bons. Numéro 7, Dog. Bah, Channing Tatum. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a Channing Tatum dans un film et il a un dogo. Moi tout de suite, ça y est, je ne réponds plus de rien à partir de là. Non mais franchement, Dog, c'est une belle histoire d'amitié entre un homme et un chien. Un homme qui est détruit par la guerre, qui a perdu son meilleur ami, et justement, il adopte le chien de ce meilleur ami pour devoir le ramener. Enfin bref, il y a un petit road trip. Et franchement, c'était magnifique. C'était un très très beau film avec justement cet homme et ce chien qui au départ n'arrive pas à se comprendre, qui se déteste, le chien lui fait des crasses, alors il fait des crasses au chien en retour, et c'est pas en mode comédie, c'est pas Beethoven, hein. C'est réaliste en fait, les chiens, vous connaissez les chiens, on peut créer des relations avec eux et avoir des interactions, etc. Et bah c'est ça, c'est une relation entre un homme et un chien. Il y a des passages qui sont tellement drôles, mais tellement drôles, enfin je vous raconte pas, mais franchement... Il y a des moments, j'ai dû faire pause pour rigoler parce que j'en pouvais plus et je me mettais à la place de Channing Tatum aussi un petit peu. Pour ceux qui ont vu le film, je parle du moment où il rencontre les deux nanas là. Moi je me suis mis à la place de Channing Tatum et ouais, j'avais un peu envie de pleurer pour lui, j'avoue. Et en même temps j'étais mort de rire. Et la fin est très touchante parce qu'ils arrivent à créer des liens qui sont magnifiques. Enfin voilà, c'est un film assez classique, comme on en a déjà vu des millions entre une relation entre un homme et un animal qui au début ne s'entendent pas et qui à la fin nouent une vraie amitié. C'est un film comme celui-là. Donc en vrai, je vais pas épiloguer. Juste voyez-le, Channing Tatum, c'est un excellent acteur, il compte parmi mes acteurs préférés. Le chien, franchement, il joue bien. Et vraiment, il joue bien en fait le chien, parce que il joue bien le chien vénère, tu vois. Alors qu'ils vont pas vraiment le vénère sur le tournage, tu vois, ils vont pas le taper pour qu'il se vénère. Donc il joue bien le chien vénère. Et attention, il y a des chiens qui jouent mal les chiens vénères dans les films. Peut-être un jour je ferai une vidéo dessus, fais gaffe. Donc voilà, Dog, c'était vraiment un super film, je vous le recommande. Numéro 6, Asbestas. Alors celui-là, à la base, il m'intéressait pas vraiment, et je suis juste allé le voir parce qu'il y avait Marina Foïs et Denis Ménochet en tête d'affiche.
Et rien que pour le casting, parce que j'adore ces deux acteurs, je me suis dit ils sont ensemble, allons-y. Et j'ai surkiffé. Ce film, c'est une putain de tragédie qui arrive à des personnages. Et nous, bah, on est en train de les suivre dans une lente descente aux enfers qui peut ne se terminer que d'une seule manière pour eux. Et on va voir comment justement ces personnages peuvent essayer de vivre dans un climat où de toute façon tu sais que ça va péter. Tu sais que ça va péter, comment est-ce que tu le vis? Tu essayes de t'arranger avec les personnes contre qui tu as des problèmes, etc. Et finalement, ce film est bouleversant. Il est bourré de tension, mais de la tension comme j'en ai rarement vu. Justement, Denis Ménochet, il y a une scène qui me fait un peu penser à sa scène au début de Inglourious Basterds. Genre, c'est un plan fixe, sans cut, de environ 10 ou 15 minutes. Juste, la caméra est dans le coin d'un bar, et on va assister à toute une discussion entre Denis Ménochet et l'antagoniste du film avec qui il a un grief. À la base, c'est juste un grief politique. Sauf que ce putain de grief politique va causer des enjeux, et les enjeux, les personnages ne vont pas être d'accord avec ça. Au début, on se serre la main, on fait agree to disagree, et à la fin, non, en fait, on n'est pas d'accord de pas être d'accord. C'est un film très très fort, c'est un film bouleversant, c'est un film violent. C'est un long film aussi, je crois qu'il fait 2h45, quelque chose comme ça. Il est très long, mais il a besoin d'être long. Il y a beaucoup de plans séquences, beaucoup de moments où la caméra va justement ne pas faire de cut et laisser aller les personnages à leur dialogue, à leur tourment intérieur, à leur désaccord, à leur colère, à leur tristesse, à leurs inquiétudes. Et c'est brillant. L'échange entre Marina Foïs et sa fille, qui dure environ 15 minutes et où la caméra ne cesse de panoter. C'est pas des plans séquences m'as-tu vu, hein, il va pas faire le tour de la maison avec un salto arrière. Il va juste te saisir l'essence d'une relation à un instant T. Et c'est brillant. Donc Asbestas, regardez-le, il est super. Numéro 5, 13 vies. Je suis tombé là-dessus par hasard. J'ai vu que c'était réalisé par Ron Howard. C'est inspiré d'une histoire vraie. Je me suis dit, allons-y, juste histoire de connaître l'histoire vraie à la base, et sachant que ça allait pas être réalisé par un manche, quoi. Et je me suis pris une petite claque. Parce que les personnages, ils sont hyper vrais. Donc c'est tiré d'une histoire réelle, effectivement. C'est tiré d'un drame réel qui a eu lieu en 2014 en Thaïlande où des gamins étaient coincés dans une grotte. Et on va voir toute une opération de sauvetage avec des images de la grotte en CGI pour que tu comprennes vraiment bien où est-ce que tu te trouves dans la grotte, à quel endroit est-ce qu'il y a des problèmes, à quel moment il va falloir recharger, etc. Recharger les bouteilles d'oxygène, etc. parce que c'est en plongée, tout ça. Et franchement, c'était hyper stylé, hyper prenant. J'ai retenu ma respiration plusieurs fois dans le film. Il y a un casting de malade, Colin Farrell en tête que j'avais jamais vu dans un rôle de timide, à vrai dire. C'était une petite tuerie. J'ai pas énormément de choses à dire là-dessus, c'est juste une opération de sauvetage en fait, qu'on va suivre. Pas en temps réel, mais on va voir chaque élément de l'opération avec beaucoup de personnages qui vont interagir les uns avec les autres et s'entraider justement pour réussir à mener à bien l'opération. Du coup, moi quand j'ai vu ce film, ensuite je suis allé voir le documentaire qui a été fait sur cette réelle opération de sauvetage, et le documentaire aussi m'a happé parce que l'histoire, en fait, elle est vraiment folle, et la manière dont ils s'y sont pris, c'est vraiment un truc ballsy et en même temps suicidaire. Je vous invite à le regarder, il est sur Amazon Prime, il est top. Matez-le. Numéro 4, The Fabelmans. J'ai un VPN. The Fabelmans est le nouveau film de Steven Spielberg. Il n'est toujours pas sorti en France. Mea culpa, je l'ai vu en avance. Mais en même temps, Spielberg, je peux pas attendre, je suis désolé. Moi, tu me le mets là, le dernier Spielberg, et tu me dis non, il faut attendre 3 mois. Désolé, je peux pas attendre 3 mois pour le voir, j'ai trop envie de le voir. Et mine de rien, je rappelle aussi que je paye 36 € de carte UGC par mois et que j'achète beaucoup de films en physique que vous voyez là, Donc, bon, une petite tape sur la main, mais c'est bon, me faites pas un procès. Alors, The Fabelmans, c'est Spielberg qui raconte son autobiographie, qui est à l'écriture du film, et c'est top. En fait, c'est du Spielberg pur jus, comme on aime. On va voir justement ce personnage d'adolescent qui ne s'appelle pas Steven Spielberg, qui s'appelle Sammy Fabelman, et on va le suivre dans ses péripéties d'adolescent, et en même temps sa découverte du cinéma et de la passion de faire des films. En fait, il a surtout la passion de la réalisation en réalité. C'est pas un cinéphage, c'est pas un cinéphile, le personnage dans ce film.
On se concentre vraiment sur lui qui a envie de fabriquer des images fortes. Et c'est top. Parce que un film qui te parle d'un personnage qui a envie de faire des images fortes tout en ayant en soi que des images fortes, c'est génial. C'est un bonbon pour les yeux. Steven Spielberg, de toute façon, il a fait quoi? 2-3 films qui étaient mauvais, max, dans sa carrière, ça va. Et là, je vous rassure, The Fabelmans est un bijou. Et justement, quand il sortira en France en février, allez le voir. Moi, je retournerai le voir en salle parce que je l'ai kiffé. Donc, je donnerai ma petite pièce à tonton Steven. Faites de même, c'est un film qui est vraiment top, qui parle des tourments de l'adolescence, qui parle du divorce d'une famille, de la séparation des parents de Steven, et justement comment ça l'a traumatisé et pourquoi est-ce qu'il parle de divorce dans tous ses films. Voilà, il y a énormément de foreshadowing à ses futurs films. On n'est pas non plus devant un mash-up, hein, mais on est devant des tips de réalisation, des tropes qu'il aura comme ça, et on voit qu'il les avait déjà à l'adolescence. On le suit jusqu'à ses 20 ans à peu près, où il finira par avoir un contrat avec une boîte de prod. Non, franchement, The Fabelmans, regardez-le, il est super. J'ai adoré, allez le voir en salle en février, moi j'y retourne. Numéro 3, Top Gun Maverick. Je crois que c'est le film avec les images les plus grandioses que j'ai vues cette année. Vraiment. Top Gun Maverick, je l'ai vu genre 3 fois, et à chaque fois en fait c'est une bastos. Et même quand tu le revois sur ta télé, c'est une bastos. Parce que quasiment tout est fait en réel, parce qu'il y a très peu de CGI, parce que les acteurs sont vraiment dans un avion, parce que Tom Cruise pilote lui-même l'avion, et que ça se voit. Donc c'est incroyable. C'est l'histoire d'une simple mission au début du film, genre au bout de 20 minutes on va dire il y a cette mission là et ils vont l'accomplir à la fin du film, c'est un film simple et on va s'entraîner pour la réussir et moi je kiffe ce genre de film où on a un goal qui arrivera à la fin et que justement on va passer tout le film à s'entraîner et à préparer comme genre Inception, enfin ce genre de film là j'adore, ou les films de casse en général, sauf que là c'est pas un casse, c'est plus une mission. Mais ouais, franchement c'est une bastos, les personnages ils sont dingues, et du coup ça m'a donné envie de voir Top Gun, parce que j'avais pas vu Top Gun, je l'avais commencé genre un jour à l'adolescence où j'étais malade, je l'avais arrêté, et là du coup je l'ai revu cet été, et ouais non, Top Gun en fait c'est claqué, c'est claqué de ouf Top Gun, mais le 2 putain, ah ouais quoi, ah ouais mais faites un 3 et faites un passage de flambeau avec Miles Teller là, aucun problème quoi les gars, moi je prends, hein. Faites-moi une saga autour de Top Gun, j'en veux un tous les 3 ans, y a aucun souci, j'ai surkiffé, c'était hyper violent, c'était hyper tendu, même pendant les phases d'entraînement on arrive à avoir du suspense, à la fin la mission, bah forcément tu te doutes que ça va partir en couille à un moment, et le partage en couille, oh là 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 là. Mais oui, moi j'adore ce film, je le trouve très épique, je trouve Tom Cruise est un excellent acteur de toute façon, le reste du casting aussi, les images sont hyper impressionnantes, vraiment, et on voit que c'est pris en réel, on voit que c'est pas du fond vert, c'est pas des CGI, on voit que le visage des acteurs est vraiment étiré par les jets qui se prennent dans la gueule. Et c'est beau, c'est fort, le design sonore est incroyable, donc Top Gun Maverick, j'ai surkiffé. Numéro 2, Athéna. Ah bah là les gars, on touche au sommet des cieux, là les gars, en termes de réalisation, c'est un film de ouf. La première fois que je l'ai vu, je pensais que le premier plan séquence du film, qui démarre dans le commissariat et tout, il était cuté. En fait, que c'était plein de petits plans qu'on avait regroupés, comme dans 1917, pour faire un plan séquence. Mais non. C'est un truc de combien? Il fait 7 ou 13 minutes, je sais plus. Un truc de dingue. Techniquement, Athéna, c'est l'un des films les plus ouf que j'ai vu, je crois, de ma vie. Je crois. Franchement, peut-être dans le top 10 ou le top 15 des films les plus ouf techniquement que j'ai vu dans ma vie. C'est un tour de force. Le mec, il t'a fait un quadruple salto arrière, il est retombé sur ses pieds, il a dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Vraiment. Et même si, en termes de personnages, c'est assez caricatural, même si, en termes d'enjeux, surtout vers la fin du film, ça commence un peu à s'effriter, rien que pour la prouesse technique de fou malade que c'est, je dis un grand oui. L'acteur principal, je le trouve ouf, il m'a fait monter les larmes au premier visionnage. Cette histoire de fratrie, bon après lui il parle d'une tragédie, etc. Bon oui, effectivement sur le papier c'est un peu une tragédie, mais voilà, c'est vrai que la dernière demi-heure, bon.
Néanmoins, ça reste ouf, ça reste une histoire super forte avec des personnages hyper attachants, caricaturaux, certes, mais hyper attachants néanmoins. Il y a des plans séquences de malades, il y a très peu de champs contre champs. Alors oui, il y a des raccords numériques, évidemment, c'est pas que de vrais plans séquences. En tout cas, le premier en est un vrai, qui commence dans un commissariat à un endroit A, on prend la nationale et on termine 2 km plus loin. Mais après, oui, évidemment, il y a des faux plans séquences, mais même si ce sont de faux plans séquences, ça reste des images très 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 impressionnantes. Il y a le making-of qui est sorti sur YouTube, tu vois comment ils ont galéré pour certains plans avec un nombre de figurants astronomique. Donc ouais, Athéna, c'est une histoire super forte, une histoire de vengeance et en même temps qui te parle un peu de point de vue. Pour moi, c'est une histoire de point de vue en fait, surtout Athéna. Le point de vue de la police, le point de vue du leader, le point de vue des autres frangins. C'est génial. J'ai adoré, j'ai pris une claque, je l'ai vu 2 fois et je le reverrai encore. Franchement, c'était fou. Déjà, Romain Gavras avec Le Monde des Tatouages en 2018, il m'avait bien scotché. Là, il m'a époustouflé. Et comme a dit DiCaprio, au début, il touchait à ma curiosité, mais là, il a mon attention. Numéro 1, Scream 5. Bah ouais les gars, je suis désolé. Pourtant, techniquement, c'est à des lumières de Top Gun et de Athéna, hein. Je suis d'accord. Et même narrativement, hein, ça reste un Scream, c'est tout. Mais punaise, qui aurait cru que la saga Scream pourrait continuer d'une manière aussi quali? Qui aurait pu croire que quelqu'un un jour allait comprendre Scream dans tous les aspects de son être et te les rebalancer dans un film sans que ça fasse fourre-tout, sans que ça fasse fanservice et sans que on soit perdu. Moi je trouve ça ouf. Alors beaucoup de gens n'aiment pas Scream 5. Moi je l'adore, j'en ai fait une vidéo, si vous l'avez pas vue, elle est là. Toi tu hoches la tête, tu valides ou tu valides pas? Je valide. Toi t'as kiffé? Ouais, j'ai bien kiffé. Bah ouais, il est trop lourd Scream 5, il est charmé. C'est presque le meilleur Scream. Ouais, presque. Franchement pour moi il talonne le 1 quoi. Ouais. Il est incroyable, franchement j'ai fait une vidéo dessus, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais répéter tout ce qu'il y a dans ma vidéo, donc oui, Sydney, Gale, Dewey, ils sont super bien gérés, la mort de... Ah ouais, non, bah non, on spoil pas, non. Les autres personnages, ils sont hyper attachants, on se retrouve avec de nouveaux enjeux, un nouveau casting, on part vraiment sur de nouveaux rails, tout en étant pleinement la suite des 4 premiers opus. Franchement, pour moi, c'est hyper réussi. Les personnages, tu sens qu'ils ont une évolution qui va arriver. En tout cas, il y a des graines qui sont plantées dans Scream 5 pour que, justement, dans les suites, on puisse les exploiter. Je trouve ça hyper intéressant, je trouve ça hyper fort. Je trouve que Ghostface n'a jamais été aussi brillant que dans ce putain de film. Limite, il est là, t'as la victime, tu te dis, bon bah c'est la scène de la mort de la victime, mais en fait non, lui il arrive, et finalement il prend toute l'attention pour lui. Il est super bien écrit. C'est hyper fidèle et en même temps, ça apporte une certaine nouveauté. Ça, je vais pas spoiler, mais ça apporte une certaine nouveauté dans le genre, mine de rien, dans le slasher en lui-même. Scream 5, c'est ma bastos de l'année. Scream 5, j'ai adoré, j'attends le 6 avec impatience, j'ai vu le teaser et je surkiffe. Le New York dans le métro avec 4 Ghostface déguisés au milieu de loups-garous et de vampires, et je valide à fond. Donc voilà, j'espère quand même qu'ils iront au bout de leur idée et qu'ils arriveront à emmener la saga Scream sur des rails encore plus originaux. Par exemple en faisant survivre un tueur, ou par exemple en nous faisant découvrir qu'un survivant d'un des précédents films est finalement un tueur aujourd'hui. Moi je kifferais quand même qu'on aille un petit peu plus loin dans Scream. Alors j'ai pas envie que Gale ou Sydney soit tueur, je ne veux pas ça, ne faites jamais ça. Mais ce serait bien que l'un des survivants de Scream 5 soit sous le masque dans Scream 6. J'aimerais bien. Après, écoutez, on verra. D'ailleurs, ils l'ont appelé Scream. Moi, je l'appelle Scream 5, mais le film s'appelle Scream. Par contre, Scream 6, ils l'appellent Scream 6. Donc en fait, ça fait Scream, Scream 2, Scream 3, Scream 4, Scream, Scream 6. Hollywood. Tu arrêtes. Limite, ce que j'ai envie de faire, c'est de colorier juste le V, là, à l'intérieur du M, en rouge. Tu vois, limite j'ai envie de faire ça proprement pour qu'on l'appelle bien Scream 5. Parce que Scream 6 c'est ce qu'ils ont fait, hein. Ils ont fait le V en rouge et le truc du M là en rouge aussi, du coup ça fait un 6. Et tu pouvais déjà faire la même chose pour le 5 en fait. C'est con.
Voilà, on a fait le tour pour cette année 2022. Donc voilà, comme je l'ai dit en intro, 2022 c'était une année plutôt cool en termes de cinéma. Il y a beaucoup de films que j'ai bien aimés, je vous les ai pas fait en mention honorable parce que bon, voilà, je vois pas trop l'intérêt. Mais franchement, il y a beaucoup d'œuvres que j'ai kiffé, j'ai passé de très bons moments en salle. Donc ça c'est cool, rien que ça c'est cool. Et puis mine de rien aussi en termes de production sur la chaîne, je suis assez content de ce que j'ai fait. Le programme de 2023 commence déjà, je suis sur la rétrospective Jurassic qui devrait arriver à mon avis minimum mars, je pense, minimum. Mais voilà, j'ai d'autres idées de vidéos, tout ça, donc la chaîne va continuer, il y aura peut-être des surprises. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite à tous une bonne année 2023, à la prochaine, prenez soin de vous, salut!